Il y a des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas dire. C'est-à-dire il y a des règles. On ne doit pas dire certaines choses des hommes, on ne doit pas dire certaines choses des femmes. Et tout ça est tabou. On ne doit pas. Il y a des relations, une vérité des relations entre hommes et femmes qui est complètement niée aujourd'hui. C'est ça que j'ai voulu dire. Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, par exemple? Bah, si vous voulez, si vous voulez, notre société veut imposer l'image d'hommes et de femmes absolument égaux, indifférenciés, interchangeables. C'est-à-dire que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ils peuvent faire tout la même chose. Ils doivent faire la même chose. Il n'y a plus de différence. C'est ça que notre société essaye de vendre à toute force. Et si vous dites non, moi je continue à penser que ce n'est pas pareil. Non seulement je continue à penser que ce n'est pas pareil, mais en plus je veux que ça ne soit pas pareil parce que je pense que c'est le produit de la civilisation et je tiens à cette civilisation-là. Vous passez pour un odieux macho, fasciste, etc. Les mots ont un sens. Macho a été, moi je compare, vous savez, dans les années 30, le Comintern, l'association des communistes sous la direction de Staline, avait donné comme mot d'ordre de traiter tous les adversaires du communisme de fascistes, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, nous avons fait exactement pareil avec macho, c'est-à-dire que tout ce qui est masculin, viril, traditionnellement masculin et viril, je veux dire, est traité de macho. Et d'ailleurs, ça a des conséquences terribles, c'est-à-dire que les hommes sont complètement perdus, ils ne savent plus qui ils sont. Et du coup, les femmes, par réflexe, disent « Ah oui, moi, je ne veux pas d'un macho ». Mais en fait, elles ne savent même pas ce qu'est un macho, et elles ne savent même pas ce qu'elles veulent. Je pense qu'il y a cet étrange comportement vient, ça nous ramènerait à long, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une volonté des hommes, d'abord, de ne plus être des hommes selon les critères traditionnels. Alors bon, moi je reviens à la guerre 14 dans mon livre, je pense que là il y a le rapport à l'homme à la guerre, le rapport de l'homme à la guerre qui était le déterminant de son identité depuis des milliers d'années a changé. Il n'est plus un héros, il est dans la boue, dans les tranchées, il se met plus bactère pour éviter la mitrailleuse, etc. Hein, bon, le corps de l'homme change. D'autre part, le capitalisme change. Le capitalisme veut des consommateurs et non plus des producteurs. Hein, les producteurs, c'est bon pour la Chine et l'Inde. Hein, aujourd'hui, on veut des consommateurs et le meilleur consommateur, c'est la femme. Et donc, il faut transformer tout le monde en femme. Et troisièmement, je pense qu'il y a l'action de mouvements minoritaires, comme les féministes, les militants gays. Je dis bien gays et pas homosexuels, hein, on y reviendra si vous voulez, parce que moi, je fais une distinction. Qui ont intérêt, qui travaillent à cette indifférenciation, à ce désir du même. Nous sommes une société morbide. J'ai une sexologue qui est venue me voir à Toulouse et qui m'a dit vous avez tout à fait raison, moi ce que vous écrivez, je le vois dans mon cabinet de consultation et nous sommes dans une société morbide. Et donc pour combattre cette morbidité, eh ben, on met des femmes nues partout. Parce que justement, mais je suis tout à fait d'accord, mais parce que justement, on n'arrive plus à susciter le désir. Il faut bien réveiller ce désir masculin, c'est le vrai problème de la société, c'est réveiller le désir masculin. Vous savez, moi je pense que le féminisme en fait a eu un effet, c'est de permettre aux femmes de la grande bourgeoisie de voler aux vrais prolétaires leur statut de prolétaire. Parce que ces femmes de la grande bourgeoisie qui se prennent pour des femmes qui ont été martyrisées et tout, c'est faux. Les vrais prolétaires, c'est les hommes et les femmes du prolétariat, les ouvriers, les paysans. Et c'est pas Madame de Beauvoir et Madame Badinter. Hein, elles n'ont jamais souffert de la domination, jamais. Seulement, elles ont volé par un hold-up idéologique le statut de dominé au vrai dominé. Alors, il faudrait savoir qu'est-ce que les aspirations réelles des femmes. Ça serait une bonne question. Vous savez, Freud disait déjà qu'est-ce qu'elles veulent. C'est une vieille histoire. Apprendre, travailler, être libre de s'épanouir et de développer leur cerveau. Alors, travailler, elles ont toujours travaillé. Dans l'histoire de l'humanité, elles ont toujours travaillé. Les femmes qui ne travaillent pas, c'est... Enfin, j'exclus le travail au champ. Et pourquoi vous excluez le travail au champ? Parce que je vous parle de développement intellectuel. Mais toute l'humanité travaille. Alors les hommes ne travaillaient pas alors avant. Ils étaient tous au champ. Non, mais je vous parle d'une certaine classe sociale qui détient entre guillemets l'intelligentsia en fait. Voilà, c'est ça dont je vous parle.
Mais vous La croyez, littérature, les et vous sciences. croyez, et vous croyez que les femmes en étaient exclues? Mais je vais vous prêter des livres sur l'histoire du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle. Vous allez voir que les femmes n'en sont nullement exclues. Vous allez voir que Madame du Deffand correspond avec Voltaire d'égal à égal. Vous allez voir que Madame du Châtelet, pareil avec Voltaire, elle n'est pas du tout minorée. Vous allez voir que les femmes qui reçoivent Rousseau ne sont pas du tout ridiculisées. Mais c'est des femmes d'exception peut-être. Mais les hommes aussi étaient d'exception. C'est ça qui m'énerve à chaque fois dans ce type de discussion. C'est qu'on croit que d'un côté, il y a les hommes, et les hommes, ils lisaient tous des livres. Ah ouais, le paysan dans le Quercy, c'est sûr qu'il avait une bibliothèque extraordinaire au XVIIe siècle. Mais il bouffait même pas des patates, il crevait de faim, il travaillait comme un chien. Mais vous croyez qu'il avait la belle vie, lui? Il faut arrêter avec ça. Les femmes ne sont pas plus, comment dire, elles n'ont pas plus souffert que les hommes. Au contraire, il faut arrêter avec ce lieu commun. Mais je ne vous parle pas de ça. Si vous me parlez de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas... Enfin, vous n'allez pas me dire qu'il y a beaucoup de livres écrits par des femmes, mais c'est un vrai problème pour les femmes. Parce que les femmes créent moins et transgressent moins que les hommes. Parce que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que ceux qui osent transgresser sont des hommes. C'est pas des femmes, c'est comme ça. À part de rarissimes exceptions qui existent évidemment, mais c'est comme ça. Mais c'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes, elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Oui, il y a une vraie question. Mais pourquoi, votre avis? Pourquoi? Il faut demander au bon Dieu. Ah oui. Peut-être qu'il a une réponse, lui, on ne sait jamais. On lui demande jamais rien. Voilà, c'est exactement la réponse à votre première question. Vous voyez, le fémininement correct, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les hommes et les femmes. Il doit y avoir autant de génie chez les hommes que chez les femmes. Et le génie des femmes doit être le même que celui des hommes. Il doit y avoir des Pascal femmes, des Montaigne femmes, des Christophe Colomb femmes. Et voilà, et on les recherche depuis 30 ans, on fait que ça. Les études du genre, là, tout ça aux États-Unis, on va chercher la femme qui a été étouffée et on a oublié son rôle, et c'est tout ça, c'est scandaleux. Voilà. C'est ça le fémininement correct, c'est exactement ça. C'est quoi le génie des femmes alors aujourd'hui? Moi j'ai le sentiment... C'est l'amour? Comment? C'est l'amour? C'est l'amour, c'est pas seulement... Non, moi je crois, vous savez, je reprends la phrase de Rousseau, vous savez, l'amour a été inventé par les femmes pour que ce sexe qui devait obéir domine. Je crois que l'origine de tout ça, c'est que les hommes chassent et que les femmes ne chassaient pas. Vous allez me dire, c'est scandaleux, la femme aurait dû chasser. Et c'est comme ça. Non, tant mieux. Alors, vous voyez, oui, mais donc, je ne vous le fais pas dire. Mais du coup, ça a des conséquences. Les hommes se vengent. Non, ils se vengent pas. Ils se vengent pas. Ils ont des rôles différents. Ils ont des rôles différents, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire qu'ils ont des rôles différents. C'est interdit. Et on doit dire qu'ils ont des rôles interchangeables. Et ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que l'interchangeabilité est en train de détruire notre société. C'est tout. Je pense que cette féminisation des hommes provoque, et non pas... Je crois que c'est la féminisation des hommes qui est la cause du divorce de masse. Je ne crois pas que ça soit l'inverse, premièrement. Je pense que le caractère indifférencié et interchangeable des deux personnes dans le couple est en train de tuer le couple. Et paradoxalement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans une société traditionnellement dominée par les hommes et par l'imagerie, la psyché masculine, le couple est quelque chose d'assez accessoire. Il y a l'individu et il y a la famille. Ça dans la société traditionnelle. Et le couple n'est qu'un passage, un moment de passage. Et aujourd'hui, ce qui est une des preuves d'ailleurs selon moi que nous sommes dans une société complètement féminisée, c'est le couple qui est le roi de l'époque. C'est le couple qui est déifié. C'est le couple qui est sanctifié. On veut se mettre en couple. Aujourd'hui, à 18 ans, ils sont en petit couple, je les vois dans la rue, mais moi je n'ai pas l'impression d'avoir connu Louis XIV et je n'ai jamais vécu comme ça. C'est un mode de vie qui est radicalement différent du nôtre. Donc, oui, il y a une différence incroyable en 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus des individus autonomes, ils sont des couples. Ils sont couplisés. Et c'est pour ça, d'après moi, qu'il y a autant de séparations. Parce que comme le couple est sacralisé, comme il est mythifié, évidemment, dans la réalité de tous les jours, on est forcément déçu par ce mythe. Et donc, on divorce. Et comme ce n'est plus la famille qui, vous savez, avant, nos parents disaient « on ne divorce pas pour les enfants ». On s'est beaucoup moqué d'eux. Mais moi, avec le recul, je me moque moins d'eux. Je trouvais ça assez noble, en fait. Pascal Quignard explique brillamment, dans son livre « Le sexe et l'effroi », comment le christianisme
tranche avec la société gréco-romaine qui distinguait entre l'éros, l'érotisme, agapé, l'amour, et philae, l'amitié, et qui n'imaginait pas de tout grouper. Et le christianisme dit il faut grouper éros et agapé, l'amour et l'érotisme. Et Pascal Quignard dit très pertinemment que c'est une tentative de féminisation de la société, parce que c'est le vieux rêve des femmes, lier l'amour et le désir, et l'éros et l'érotisme. Et que les hommes, traditionnellement, n'en ont que faire. Et même, on reprendra cette idée, parce que je pense que c'est même un danger pour eux. On reprendra cette idée. Et donc, je pense qu'à partir de certains moments, le christianisme a tenté cette utopie du mariage d'amour, mais très vite, la société a repris ses droits, les hommes ont repris le pouvoir dans l'Église, et ils ont de nouveau imposé une structure assez traditionnelle avec le mariage qui était un arrangement en fait, et le désir, où il y avait des professionnels pour ça, quoi, ou des maîtresses, etc. Et cette structure traditionnelle masculine a repris le dessus, même dans une société chrétienne. Voilà. Et c'est quoi le danger de ce désir alors? Alors là, il faut que vous lisiez Stendhal dans De l'amour, qui explique ça très bien. Au premier grain de passion, il y a un premier grain de fiasco. C'est-à-dire que l'homme, quand il aime, il sanctifie la femme et donc il n'arrive plus à la désirer. En clair, il n'arrive plus à bander. Non, les femmes ne bandent pas jusqu'à preuve du contraire. Mais enfin, on va peut-être pouvoir... Vous aviez l'impression que je disais? Ah ben, c'est évidemment que c'est schématique. Ah mais évidemment que c'est schématique. C'est évidemment schématique. C'est évidemment, il y a toutes les nuances du monde à apporter à ça. Mais la grille de lecture, et Stendhal le décrit magnifiquement dans son livre, évidemment qu'après il faut nuancer, il le nuance très bien d'ailleurs, mais la grille de lecture est ça. Et aujourd'hui, cette grille de lecture est niée. Aujourd'hui, on somme les hommes d'aimer pour désirer. Et c'est très intéressant à double titre. D'une part, parce que dans les années 70, on disait l'inverse. Dans les années 70, nos amis féministes disaient « mais nous aussi les femmes, nous n'allons plus lier l'amour au désir, c'est un principe d'aliénation qu'on nous a inculqué depuis des milliers d'années, et on va s'en émanciper ». Et d'ailleurs, pour certaines, elles s'en sont émancipées, elles ont pris des amants, elles se sont bien amusées, et le bout du bout de cette évolution, c'est Catherine Millet. Quand Catherine Millet raconte, c'était exactement, moi j'aime beaucoup Catherine Millet parce que pour moi c'est l'incarnation d'une idéologie. Ça m'intéresse toujours quand je vois des gens aller au bout d'une logique intellectuelle. Je dis ça sans ironie du tout, ça m'intéresse, c'est vraiment, j'ai beaucoup de respect pour cette fille et elle m'intéresse, quoi. C'est très intéressant. C'est un archétype, hein, bon. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Catherine Millet est complètement désuète, si j'ose dire. Parce que ce qui est intéressant dans les nouvelles générations, ce que j'ai observé en travaillant sur ce livre, c'est qu'on est complètement à l'inverse. Aujourd'hui, on est obsédé par l'amour. Et les jeunes filles, non seulement ont retrouvé le comportement de leur grand-mère, même si elles accumulent leurs amants, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'elles disent oui, mais cette fois-ci, c'est la grande histoire d'amour. À chaque fois, on recommence. Mais en plus, elles obligent les garçons à avoir le même comportement qu'elles. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant. Et elles sont d'une férocité incroyable, par exemple, sur l'infidélité. Ils prennent leurs valises dans les 24 heures, mais c'est extraordinaire. Les garçons sont tétanisés. Ils sont terrorisés. Mais je croyais que les garçons étaient des transgresseurs. Mais justement, ils sont castrés. Comme ça. Oui, ils sont féminisés. Donc ils ne transgressent plus rien. On est bien d'accord. C'est plus des hommes? Non, c'est bien ce que j'ai écrit 150 pages là-dessus. C'est bien ce que je dis. Ce ne sont plus des hommes, ce ne sont plus des transgresseurs. Ils sont complètement féminisés et donc ils sont soumis à l'idéologie dominante et ils sont là, le petit garçon de leur maman et évidemment de leur petite amie qui est leur deuxième maman. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que, c'est très amusant si j'ose dire, ils sont éternellement le petit garçon de leur maman qui est ravi, qui les a élevés tout seul, qui a dégagé le père dans les années 70-80 pour ça. Et en plus, ils sont la copine de leur petite copine, avec qui ils font les courses, avec qui ils partagent les crèmes de beauté, avec qui à qui ils montrent leur épilation, etc. Ce ne sont plus les hommes de leur petite amie, ce sont les copines de leurs petites amies. Image de femme, ça serait donc des hommes? Non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que image d'hommes, ce sont donc des femmes. Et puis, si vous parlez d'images, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs, parce que vous m'avez montré les images tout à l'heure. Et vous avez vu, il y a une espèce, c'est complètement paradoxal, parce qu'il y a une espèce d'obsession du sexe dans les images de femmes. Moi, j'ai une explication. Je pense que c'est justement à cause de ce que je dis. C'est justement parce que les hommes sont complètement castrés, qu'ils n'arrivent plus à désirer, qu'on leur invente un monde sursexualisé pour leur donner un peu envie.
Parce que, en fait, je crois qu'au fond d'elles, les femmes sont désespérées par ce comportement des hommes, mais que ce n'est pas fémininement correct de le dire. Mais je crois qu'elles en souffrent beaucoup plus que les hommes qui ne savent plus où ils sont. Les femmes, elles savent, et elles savent qu'elles souffrent. Et je crois que la société réagit comme ça, vous voyez, par une image sursexualisée pour donner un peu quand même de désir à ces hommes qui sont complètement émasculés. Il n'y a plus de désir. Le désir. Je pense que l'indifférenciation tue le désir. Ce que j'explique, c'est que dans cette féminisation globale, les jeunes garçons, qui restent un fond de pulsion, si j'ose dire, de testostérone, essayent de se bricoler. Soit ils se soumettent complètement à cet ordre féminin, c'est la grande masse, soit ils essayent de se bricoler une virilité comme ils peuvent. Et le plus souvent, elle est ou ridicule ou barbare, parce que ce n'est pas ritualisé. Je crois que la virilité, et c'est là où d'ailleurs les féministes ont raison, la virilité est très dangereuse. Les hommes sont non seulement transgresseurs, mais ils peuvent être barbares, ils sont violents. Fondamentalement, ils sont violents, ils sont destructeurs. Et c'est pour ça que les femmes civilisent tout le temps, et c'est pour ça que les femmes canalisent tout le temps. Parce que sinon, l'homme détruit. C'est ça une des parties, il ne faut pas le nier. Simplement, moi je pense que le produit de la civilisation, ce n'est pas de nier la virilité pour éviter ça, c'est de la canaliser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit des hommes, des jeunes hommes, qui se bricolent une virilité assez minable. Il y a plusieurs possibilités d'ailleurs. Il y a l'évolution des films porno. Ça me frappe, ça. L'évolution des films porno, moi, quand j'étais jeune, les films porno, c'était des films échangistes, en fait. C'était des couples qui s'échangeaient. Ça n'avait rien de méchant, quoi. En fait, c'était ce que j'appelle du libertinage de classe moyenne, quoi. C'était incarné par Brigitte Lahaie. Franchement, il y avait 2 couples, 3 couples, et on s'échangeait, les femmes, les hommes. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de scénario. Ils sont à 10 sur une fille qu'ils tabassent plus ou moins. Je l'ai vu, du coup, parce que c'est un jeune homme qui m'a alerté là-dessus. Et qui m'a dit ce qui est intéressant, un jeune homme très bien, surtout rapport, hein, très, très gentil, etc. Et qui m'a dit, on jubile quand on voit ces films-là parce qu'on se venge. Oui, on n'avait pas ce rapport, nous, aux films porno. Nous, ce n'était pas une vengeance sur les femmes, vous voyez, c'était une espèce de fantasme incroyable, vous voyez, ça n'avait rien à voir. Bon, ça c'est une façon. Il y a ce que j'explique aussi en banlieue, c'est que ces jeunes de banlieue refusent la société féminisée, et s'inventent eux aussi une virilité d'une barbarie inouïe. Je veux dire, ils interdisent aux femmes, à leurs sœurs, de sortir en dehors dans survêtement ou voilé. Enfin, je veux dire, manifestement, ils ont peur des femmes. C'est une espèce de peur panique des femmes qui est le propre. Ils ont un comportement traditionnel, ça a toujours été comme ça. Non. Leur père n'obligeait pas leurs femmes à sortir en survêtement. Ah oui, non, je parle pas de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est au-delà du traditionnel. Au-delà, je vous assure. Ils n'ont pas, je veux dire, leur père ne brûlait pas la petite Sohan parce qu'elle ne voulait pas coucher avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, il y a un comportement masculin. C'est ce qui se passe dans certains pays du monde. Ah non, pas du tout. Comment vous dire? Il y a une tradition dans les pays musulmans de contrôle très strict des femmes. Parce que moi je pense qu'ils en ont. Le contrôle strict des femmes, c'est parce qu'ils en ont peur. Ils ont peur de ne pas être à la hauteur. On en revient toujours là. On en revient à Stendhal. Hein. On en revient toujours là. Bon. Et donc, ils les enferment comme ça. Ils sont sûrs qu'ils seront à la hauteur, ils auront une supériorité. C'est toujours le problème de l'homme. Il faut montrer une supériorité. Vous savez comment, c'est dans Pascal Quignard que je l'ai appris, comment s'appelait le phallus chez les Romains? Fascinus. Il faut fasciner. Les femmes veulent être fascinées et les hommes veulent fasciner. Et s'ils ne peuvent plus fasciner, terminé. Et justement, est-ce qu'on n'est pas tous tributaires de cette espèce d'imagerie archaïque, mythologique, qui nous fait tous souffrir et finalement, c'est plus cette image qu'on a construite du phallus fascinus plutôt que de la femme qu'il faut absolument... Mais d'après vous, pourquoi on l'a construit? On ne se pose jamais cette question. Mais on l'a construit pas par hasard. On l'a construit pour le bien des deux. On l'a construit parce que sinon, les hommes ne bandaient pas et que les femmes n'avaient pas ce qu'elles voulaient. C'est pour ça qu'on l'a construit. Vous vous êtes jamais posé la question? Je pense qu'en banlieue, c'est une espèce de délire complètement, de dérive. Non, je ne pense pas non plus. Je pense qu'eux aussi, ils ont déliré. Eux aussi, ils réagissent à cette société féminisée. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Ils délirent bien au-delà de leur comportement traditionnel de leur père et de leur grand-père. Vous voyez, on est bien au-delà. On est dans la folie barbare. Et on est dans le bricolage de virilité complètement débile. C'est ça que je veux dire. Je vous assure, vraiment, je pense que là, il y a des réactions, des interréactions féroces. Et moi, c'est pour ça que je pense que la féminisation va provoquer des violences. Vous voyez, par réaction, parce que je pense qu'une virilité humiliée est une virilité qui se barbarise. Alors qu'une virilité civilisée, encadrée, est utile à tout le monde, si j'ose dire.